Chers amis internautes, bonsoir. Il est président de Civitas. Il s'est attiré les foudres de Gérald Darmanin. Son mouvement a été officiellement dissous il y a 15 jours, soit le 4 octobre 2023. Et en réaction, il a annoncé la naissance de Civitas International. Bonsoir Alain Escada. Bonsoir Alain. Bonsoir Jackie. Et d'abord, je précise à vos téléspectateurs que, donc, compte tenu du décret de dissolution, je ne peux plus me prévaloir du titre de président de Civitas, mais je peux encore me prévaloir de celui du président de Civitas International. Voilà. Disons que tout ceci peut être corrigé en fonction du résultat des recours devant le Conseil d'État. Nous en parlerons sans doute, mais bien sûr, il y a des recours qui sont déposés et qui, bien sûr, nous permettent d'espérer annuler le décret de dissolution. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, évoquons brièvement les débuts de Civitas. Civitas est né après le schisme lefévriste en 1988, quand la cité catholique se scinde en deux. D'un côté Itus et de l'autre Civitas, qui se rapproche des intégristes de la fraternité sacerdotale Pie X. Lorsque vous en prenez la présidence en 2012, vous orientez cette association catholique traditionnaliste vers la politique en la transformant en parti. Quel est alors son lien avec l'Église ? Alors, je corrige quelque peu vos propos. En réalité, Civitas est né en 1999. Sa fondation date de 1999 comme institut de formation politique, institut de cadres catholiques destinés à s'engager dans la société, dans le monde politique, économique, culturel. J'en prends effectivement la direction en 2012. Je transforme Civitas en parti politique en 2016, considérant que c'est le statut le plus approprié pour l'action que nous menons, pour essayer de pouvoir, disons, influencer la société dans le sens des valeurs catholiques traditionnelles que nous défendons. Quel est le lien avec l'Église ? C'est, je dirais, tout simplement la volonté de Civitas de traduire dans le domaine politique, économique et social les valeurs catholiques traditionnelles telles qu'enseignées pendant près de 2000 ans. C'est d'être en gros des fidèles de l'encyclique Quas Primas qui encourageait les catholiques à s'engager dans la société, à défendre l'antimodernisme et l'esprit contre-révolutionnaire dans la société. Et donc, c'est tout l'engagement de Civitas. Bien sûr, quand l'on demande quel est le lien aujourd'hui avec l'Église, il va sans dire que, disons que à Rome, évidemment, on ne partage pas les valeurs de Civitas, mais c'est aussi parce que, de toute évidence, à Rome, on a pris le parti de la révolution, de la subversion, et que l'on assiste à l'occupation du trône pontifical par quelqu'un qui a pour mission de détruire l'Église de l'intérieur, il faut être clair. Donc, évidemment, pour nous, il va sans dire que ce que dit ou ce qu'écrit François ne représente pas l'Église catholique et en tout cas est en contradiction manifeste avec l'enseignement des papes jusqu'au Concile Vatican II et avec donc en fait quasiment 2000 ans d'histoire de l'Église. 1999-2000, ça marque le début de l'effondrement de l'Église. Les fidèles désertent un petit peu les églises. En même temps, ça correspond à l'établissement du Pax, la manif pour tous, le mariage des homosexuels, et donc ça a aussi mobilisé les fidèles pour protester contre ces mouvements.
Bien sûr, en fait, c'est tout le paradoxe, c'est que d'un côté, l'Église conciliaire a cessé de vouloir tenir un rôle dans la société, son rôle naturel de défense des valeurs familiales, des valeurs civilisationnelles, son rôle destiné à conseiller le monde politique de façon à ce que les lois soient orientées vers le bien. Tout ça, l'Église après le Concile Vatican II, a balayé ce genre de prérogatives, mettant fin d'ailleurs aux derniers États qui avaient des constitutions qui liaient l'Église et l'État. Et je dirais, le paradoxe, c'est que les catholiques, eux, n'ont pas abandonné leur volonté de se faire entendre et d'influencer la société, et qu'ils sont, je dirais, comment dire, bouleversés par le fait d'être abandonnés en rase campagne par les prélats et de devoir mener la bataille seuls au nom des valeurs catholiques. Alors il y a évidemment, heureusement, des exceptions parmi les prélats, et je citerai naturellement Monseigneur Carlo Vigano. Oui. Monseigneur Vigano est aujourd'hui vraiment un héros au sein de l'Église catholique. Il est celui qui maintient le cap et qui pourfend tout ce qui est mondialiste, tout ce qui est aussi porteur du vice, de la décadence, et il dénonce l'État profond, il dénonce les mensonges covidistes, il dénonce les trafics pédocriminels, etc. Vraiment, voilà. Aujourd'hui, Monseigneur Vigano est sans doute le prélat le plus courageux qui existe de par le monde, et c'est aussi une grande grâce pour Civitas de pouvoir compter sur son soutien fidèle depuis maintenant 2 années. Et le désarroi des catholiques était d'autant plus grand à partir du moment où la loi a été prononcée, celle du 17 mai 2013 autorisant le mariage des homosexuels, qui a été suivie tout de suite après par le traumatisme des révélations concernant les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Alors, ouais, disons, il faut être clair. D'abord, pour lever toute ambiguïté, Oui. en ce qui me concerne, et au nom de tous ceux pour lesquels j'ai porté le titre de président, eh bien, il n'y a pas de laxisme à avoir vis-à-vis des pédophiles, quels qu'ils soient. Et donc, il n'y a aucune excuse qui permette de tolérer la pédophilie, et c'est encore plus grave lorsqu'un crime pédophile est porté par quelqu'un qui a le sacrement sacerdotal. Voyez-vous, ça c'est une abomination sans nom. Donc, que l'on ne se méprenne pas, je n'ai aucune tolérance ni aucune pitié pour les prêtres qui souillent leur vocation sacerdotale en se livrant à des actes pédophiles. Ceux-là doivent être sévèrement punis et doivent être chassés de l'Église et doivent être punis sévèrement. Vraiment, là-dessus, il n'y a pas la moindre équivoque. Par contre, je pense aussi que les médias mainstream se font une joie de ne mettre en avant que les cas de pédophilie de prêtres, et bien sûr aiment remonter jusque dans l'histoire. Ils vont citer des chiffres impressionnants tout en ne mettant pas en lumière qu'une bonne partie des chiffres qu'ils citent remontent à des cas de pédophilie qui ont près de 50 ans. Et donc, on cherche à impressionner l'opinion publique, mais on tronque la façon dont on présente les événements. Et par contre, évidemment, ces mêmes médias ne vont pas mettre en évidence les cas de pédophilie liés à la franc-maçonnerie, les cas de pédophilie parmi les rabbins, les cas de pédophilie
pédophilie parmi les membres de l'éducation nationale, les cas de pédophilie dans le monde politique. Voilà, il existe suffisamment de dossiers qui mériteraient d'être traités de façon médiatique, mais on voit bien que la seule chose qui intéresse les médias mainstream, c'est de parler de pédophilie uniquement pour taper sur l'Église, mais pas en vérité pour se soucier des victimes de la pédophilie. Et alors, quels sont les motifs de la dissolution de Civitas ? Alors, disons que c'est effectivement, ça vaut la peine d'être présenté tellement c'est aberrant. Nous avons d'abord, le 25 août, reçu le document de notification d'intention de dissolution par le gouvernement, qui tenait en 7 pages. Et ensuite, nous avons le décret de dissolution qui, lui, tient en 4 pages. Grosso modo, pour synthétiser, la première chose qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, c'est que c'est une petite phrase du professeur Pierre Hilard qui a été mise en exergue pour ouvrir le dossier d'intention de dissolution de Civitas. Rappelons les faits. Civitas tenait une université d'été, c'était dans un cadre privé, ce n'était pas un événement public, c'était une université d'été qui se tenait dans un cadre privé du 29 au 31 juillet de cette année. Et nous avions invité parmi des intervenants extérieurs à Civitas, Pierre Hilard, bien connu pour ses ouvrages en matière de géopolitique. Il a tenu une conférence qui tenait essentiellement sur un sujet philosophique et géopolitique à la fois. Et dans les 15 jours qui ont suivi l'université d'été, alors je souligne le thème de l'université d'été, ça a tout son intérêt, l'université d'été avait pour sujet combattre le satanisme du nouvel ordre mondial. Et donc, 15 jours après cette université d'été, à l'initiative d'une télévision, d'une web télévision Gilets jaunes, il y a la mise en ligne de la conférence de Pierre Hilard. Jusque-là, rien de particulier. Puis, 3 jours après, sur Twitter, quelques internautes communautaristes se mettent à publier un extrait de 2 minutes 50 de la conférence de Pierre Hilard et à donc, hors du contexte, exploité une boutade de Pierre Hilard sur le ton conditionnel et interrogatif pour prétendre que Civitas est antisémite et qu'il faut du coup dissoudre Civitas au plus vite. Cela va se répandre entre quelques comptes Twitter pendant un week-end, et puis le lundi, ce sont au matin les députés de la France insoumise qui se succèdent les uns après les autres pour réclamer la dissolution de Civitas. En fin d'après-midi, c'est leur chef, Maximo Mélenchon, qui s'adresse directement à Gérald Darmanin pour réclamer la dissolution de Civitas pour antisémitisme. Et il ne faudra qu'1 heure et 6 minutes pour que le frère Darmanin réponde à l'injonction du frère Mélenchon et qu'il annonce, toujours par le canal de Twitter, entamer une procédure de dissolution de Civitas. Tout ça est d'autant plus cocasse que dans le contexte de la guerre israélo-palestinienne, eh bien voilà que Mélenchon... L'arroseur est arrosé. Exactement, Mélenchon se retrouve devant une opposition qui demande la dissolution de la France insoumise, ainsi que du nouveau parti anticapitaliste. Et voilà donc Mélenchon, effectivement, un arroseur arrosé. Et je fais un parallèle avec la Révolution française. Vous savez, Mélenchon est un adepte de la Révolution et même de la terreur, et il se déclare volontiers comme un héritier de Robespierre.
Il faut savoir que Robespierre a fini dévoré par l'ogre révolutionnaire et guillotiné en juillet 1794. Eh bien, vous voyez, Mélenchon est en train de revivre le modèle Robespierre. Il a exigé la dissolution de Civitas et il se retrouve maintenant à devoir subir les menaces de dissolution de la France insoumise et pour le même motif, toujours l'antisémitisme. Oui, oui. Est-ce que la phrase de Pierre Hillard, c'est bien celle-ci? Alors, j'ouvre les guillemets. Avant 1789, un juif, un musulman, un bouddhiste ne pouvaient pas devenir français. Pourquoi? Parce que c'était des hérétiques, déclarait-il, tout en estimant qu'il faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789. C'est bien Voilà, cette c'est bien la phrase qui est reprochée à Pierre Hillard, mais, mais qui en soi est un simple rappel à l'histoire, qui n'a aucune portée de revendication. Voilà, c'est sur le ton interrogatif, il n'a rien réclamé. Et puis, il faut évidemment souligner qu'il ne parlait pas au nom de Civitas, qu'il était un invité, qu'il parlait à titre privé dans le cadre d'une réunion privée, et que ça n'avait donc pas d'effet impliquant le positionnement de Civitas en matière de nationalité française des citoyens juifs, comme ont prétendu certains médias qui affirmaient que Civitas revendiquait de déchoir les juifs de la nationalité française. Tout ça est du pur fantasme et donc ça n'a rien à voir avec la réalité. Maintenant, si vous me permettez, ceci n'a finalement été qu'un prétexte. J'en suis éminemment convaincu. C'est qu'en fait, il fallait une accroche liée à l'actualité pour ensuite entamer la procédure de dissolution. Parce que quand on voit les motifs de dissolution invoqués d'abord dans la notification d'intention, puis ensuite dans le décret de dissolution, la petite phrase de Pierre Hillard, elle est totalement mineure. Le premier sujet qui nous est reproché, c'est extraordinaire, c'est d'être des partisans de la royauté sociale du Christ. Alors, je rappelle quand même que revendiquer la royauté sociale du Christ, c'est tout simplement être fidèle à l'enseignement théologique et doctrinal de l'Église jusqu'au Concile Vatican II. Hein. Donc, en soi, ça n'est absolument pas une nouveauté politique. Mais les incultes ou les gens de mauvaise foi qui ont rédigé l'intention de dissolution et puis ensuite le décret de dissolution font croire que revendiquer la royauté sociale du Christ sur la société équivaudrait à vouloir renverser la République par la force. Là, on est dans le grotesque. C'est à la fois, ce serait vraiment risible si cela n'avait les conséquences que l'on connaît, mais c'est vraiment du grand grotesque. C'est inouï. On se demande à qui on a affaire pour que l'on écrive, que l'on professe des âneries pareilles. Alors, bien sûr, tout ça, nous démontrerons devant le Conseil d'État à quel point on est là dans l'absurde le plus total. Mais ensuite, alors là, il faut suivre tout le parcours des motifs qui nous sont reprochés les uns après les autres. Tenez-vous bien, nous serions contre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, pour l'installation des nouveaux centres d'accueil pour demandeurs d'asile, et on illustre le propos en disant que j'ai pris la parole à Saint-Brévin pour m'opposer au centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Alors, quand même, encore une fois, rien en France, dans la loi, n'empêche de s'opposer verbalement à l'implantation de centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Ça fait partie du débat politique. On a encore en France, normalement, me semble-t-il, le droit de dire si on est pour ou contre l'implantation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ensuite, on nous dit que nous serions homophobes
que et pour illustrer cela, que nous avons manifesté à l'époque contre la loi Taubira. Encore une fois, c'était tout à fait légal que de s'opposer à un projet de loi. Ensuite, on nous dit que nous sommes transphobes parce que nous organisons des distributions de tracts et des affichages pour mettre en garde les parents contre les lectures de drag queen ou les spectacles transgenres dans les écoles. Mais là encore, que s'en féliciter en plus. Et voilà, et en tout cas, ça fait toujours à ce stade partie du débat d'opinion permis selon la loi française. Il n'y a pas, à ma connaissance, de loi en France qui empêche d'être opposé à la lecture de contes transgenres ou genrés devant des gamins en primaire ou même en maternelle. Alors après, là où ça devient du grand guignol, c'est qu'on me reproche, par exemple, d'avoir, et je sais que vous avez retrouvé la photo concernée, on me reproche dans ma conférence sur le satanisme et l'actualité du satanisme dans le nouvel ordre mondial, on me reproche d'avoir cité... bien montrer la photo. Citer tout simplement le fait que la grande prêtresse sataniste Marina Abramovich a posé en photo avec Lord Rothschild au musée d'art de Londres devant un tableau qui s'intitule Satan convoque ses légions. Pardon, Eric Montana, si la régie veut bien montrer ce tableau et la photo de Marina Abramovic avec Jacob Rothschild. Alors, vous allez voir en principe, j'espère, si la régie parvient à afficher la photographie, mais vous allez voir en tout cas que donc ce n'est pas une vue de l'esprit de ma part, que j'ai simplement été factuel, strictement factuel. Vous devriez, j'espère, voir dans quelques instants la photo et vous verrez bien que, comme je l'ai dit, vous voyez autour de ce tableau 2 personnes, à savoir Marina Abramovich, qui a été une employée de Bill Gates, mais qui est aussi et surtout une influenceuse sataniste. Voilà, donc on voit bien la photo en question. Vous voyez, à gauche Marina Abramovich, à droite Lord Rothschild, et puis ce tableau donc intitulé Satan convoque ses légions. Or donc, je n'ai fait que citer la légende que Marina Abramovich a elle-même publiée lorsqu'elle a diffusé cette photographie sur ses réseaux sociaux. Donc, oui, on la retrouve, pardon, moi je l'ai retrouvée sur Google très facilement, hein, en tapant juste. Donc, c'est de notoriété publique. Je n'ai fait aucun commentaire, j'ai cité un simple fait, et cela me vaut d'être accusé dans le décret de dissolution d'antisémitisme. C'est quand même, c'est stupéfiant. Donc, oui. Est-ce que le simple fait de citer le nom de M. Rothschild entraîne de facto l'accusation d'antisémitisme? C'est sidérant. Je n'en reviens pas. Bon, bien sûr, je pense que là encore, tout ça ne tiendra pas devant le Conseil d'État, parce que quand même, si vraiment on ne peut plus citer des faits, même sans les assortir du moindre commentaire, si le simple fait de citer une évidence, de citer un journal, de citer un réseau social, devient un acte d'accusation pour antisémitisme, c'est totalement aberrant. De la même façon, tenez-vous bien, on me reproche d'avoir dans la même conférence affirmé
que 50% des membres de la secte, le temple satanique aux États-Unis, sont membres de la communauté LGBT. Et donc, on dit, voyez, c'est la preuve encore que Escada, en tant que président de Civitas, est homophobe. Or, là encore, je citais tout simplement le site internet du temple satanique. Donc, c'est eux-mêmes qui revendiquent ouvertement le fait que la moitié de leurs membres, au moins, sont membres de la communauté LGBT. En quoi est-ce que donc je suis homophobe en citant leur propre propos? Oui, c'est aberrant, aberrant, voyez-vous. Alors, donc tout ça, évidemment, va être contesté devant le Conseil d'État. Mais j'ajouterai encore pour souligner à quel point derrière cette demande de dissolution, il y a toute une agitation de milieux qui ont quand même disons, des intentions étranges, c'est que dans la conférence que je tenais sur l'actualité du satanisme dans le nouvel ordre mondial, j'ai évidemment abondamment parlé des rituels sataniques et de la pédocriminalité et de rituels sataniques dans lesquels étaient impliquées des personnalités politiques de premier plan de différents pays. J'étais là encore strictement factuel. Cela a quand même valu que la vidéo de ma conférence soit rapidement censurée sur YouTube. On peut la retrouver sur Odyssée, sur Gloria TV, sur Rumble, sur Crowdbunker, mais sur YouTube, elle a été censurée. Mais quelques jours après l'annonce de l'intention de dissolution de Civitas, qui s'est réjoui de cette demande de dissolution, c'est Tristan Mendes France. Alors, Tristan Mendes France, je ne sais pas si ce nom vous dira quelque chose, ça fait partie du petit groupe de Rudi Reichstadt. Vous savez, ces gens qui sont censés être des débunkers, vous voyez, qui sont censés dénoncer les complotistes. Oui. Rappelons quand même que ces gens-là, c'est aussi ceux qui ont bien été abreuvés par le fonds Marianne via Marlène Schiappa. Hein. Bon, au passage, soulignons qu'ils ont quand même reçu des sommes plantureuses pour quelques écrits. Le calcul avait été fait par l'Office de journalisme. Cela équivalait à 1360 € l'article. Une subvention de 1360 € par article par ces spécialistes de la dénonciation des complotistes. Bon, c'est quand même bien payé. Il y a peu de journalistes qui sont payés 1360 € la pige. Hein. Mais donc, ce Tristan Mendes France, se réjouissant de la dissolution, ou de l'intention à l'époque de dissolution de Civitas, a, sur son compte Twitter, cité 2 raisons pour lesquelles il se réjouissait de cette dissolution. La première, c'est que nous étions des soutiens du film Sound of Freedom. Alors, je vous rappelle quand même le contenu de ce film. Sound of Freedom, c'est le... Pardon, Alain. Là aussi, on a une photo, si la régie veut bien la montrer. Pardon. Oui, donc vous devriez voir l'affiche, voilà, l'affiche du film avec l'acteur Jim Caviezel, un acteur catholique très engagé, antimondialiste. C'est cet acteur qui incarnait le rôle du Christ dans le film La Passion du Christ, réalisé par Mel Gibson. C'est un acteur qui, depuis longtemps maintenant, dénonce la pédocriminalité à Hollywood. Et donc, il incarne dans ce film un personnage authentique, Tim Ballard, qui est un ancien agent de la CIA qui a quitté ses fonctions d'agent de la CIA pour se lancer dans une lutte contre les réseaux pédocriminels et essayer de sauver des enfants. Et tout ce film est donc le récit
des raisons qui ont amené cet ancien agent de la CIA à quitter son activité pour se lancer dans la poursuite des réseaux pédocriminels. Eh bien, Film vous qui voyez, n'est toujours pas autorisé en France. qui devrait l'être normalement à partir Bientôt. du 15 novembre. Et Mmh. donc, là encore, c'est l'occasion pour moi d'inviter tous les téléspectateurs qui nous écoutent à se rendre dans les cinémas lorsque ce film sera diffusé. Il est très important que ce film connaisse rapidement un nombre important de téléspectateurs parce que c'est ce qui va être déterminant pour que ce film soit présent dans un maximum de salles de cinéma et puis qu'il reste le plus longtemps possible à l'affiche. On se souviendra qu'aux États-Unis, ça avait été une longue bataille de plusieurs années pour obtenir 5 que ans, ce film, oui, près de 5 ans, pour obtenir que ce film soit diffusé en salle de cinéma. Et ce film a en fait connu un succès énorme et la première semaine de sa diffusion, il est passé en tête du box-office des salles de cinéma américaines et donc il est à espérer que en France on ait vraiment également ce souci de s'intéresser à ce combat contre la pédocriminalité et on sait déjà que des journaux comme Libération et d'autres qui ont un lourd passé, rappelons-le aussi, de promotion de la pédophilie. Hein. C'est quand même drôle de lire le journal Libération mettre en garde contre le film Sound of Freedom, dénoncer l'aspect complotiste du film Sound of Freedom, mais on n'entend pas le journal Libération faire son mea culpa et rappeler à ses lecteurs que après 68 et jusque dans les années 75, je pense, le journal Libération a pris la défense des pédophiles, a publié des manifestes, des pétitions en faveur des pédophiles, a publié des illustrations pornographiques pédophiles. Je pense que c'est quand même important de souligner qui sont ceux qui aujourd'hui essayent d'empêcher la réussite de la projection d'un film contre la pédocriminalité. Et donc, Tristan Mendes France me reprochait à Civitas de faire la promotion de Sound of Freedom. Et dans un second tweet, Tristan Mendes France reprochait également à Civitas et à moi-même d'être obsédé par la pédocriminalité, obsession typique des conspirationnistes. Et vous voyez, donc on en arrive bien à démontrer quels sont les vrais enjeux de la dissolution de Civitas. Je suis aujourd'hui persuadé que si une telle cabale a été mise en place pour essayer d'obtenir la dissolution de Civitas, c'est avant tout parce que nous avions touché du doigt l'essence même du problème, c'est-à-dire l'essence satanique du nouvel ordre mondial et tout ce que cela implique comme crime rituel, comme abomination. Je pourrais parler par exemple aussi de la parabiose hétérochronique, de la consommation de sang jeune, etc. Voilà, Vous avez fait une très belle conférence à ce sujet sur la parabiose hétérochronique. Oui, oui, oui. Oui, oui, et donc tout cela, voilà, ce sont des sujets que j'ai toujours traités de façon strictement factuelle, donc on ne peut absolument pas mettre en doute ce que j'ai dit sur le sujet. J'ai cité des articles de presse, y compris d'ailleurs un article du journal Le Monde qui autrefois a parlé de la parabiose hétérochronique et du fait que dans le monde du showbiz, des stars du rock notamment pratiquaient cette transfusion de sang jeune. Donc, vous voyez, quand donc Tristan Mendes France nous reproche ça, cela ne peut que m'indiquer que c'est bien parce que nous dénonçons le satanisme, nous dénonçons les rituels sataniques, nous dénonçons la pédocriminalité, que l'on veut nous empêcher de parler. Ce n'est pas un hasard si cette demande de dissolution tombe 15 jours après
cette université d'été et la diffusion des conférences de cette université d'été. Et donc, si l'on veut nous museler sur ce sujet, c'est bien parce que ce sujet est fondamental et parce que ceux qui nous dirigent veulent en faire un tabou, ne veulent pas que l'opinion publique soit informée de la gravité de la situation. Le reste n'est que prétexte. L'antisémitisme, c'est bidon, évidemment, et on voit aujourd'hui à quel point tout ça tourne au ridicule et au fiasco pour ceux qui ont été, comme Mélenchon, les promoteurs de cette demande de dissolution sous ce motif. Et je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que Gérald Darmanin lui-même est accusé d'antisémitisme par Edoui Plenel pour un livre qu'il a publié sur le séparatisme et dans lequel il évoque l'état des Juifs sous Napoléon et fait un rappel à l'histoire que Edoui Plenel a qualifié de pire caricature des poncifs antisémites. Donc, c'est quand même vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Hein. Cette histoire est complètement absurde et il est affligeant que sur les plateaux de télé, tant de soi-disant érudits aient crié avec les loups, hurlé avec les loups pour demander la dissolution de Civitas. Ceci dit, j'en profite que je suis à votre antenne pour souligner aussi qu'il y a des gens courageux et qu'il existe notamment un manifeste que j'invite tous vos téléspectateurs à signer. Ce manifeste, il est disponible sur www.liberté-d-opinion.fr, libertédopinion.fr. C'est un manifeste qui a été signé et promu notamment par le comédien humoriste très courageux Sébastien Reccia, par l'avocate courageuse Virginie Reccia, par Christine Joncourt, par des écrivains, par des juristes, par des médecins. Et donc, c'est un manifeste qui, somme toute, rappelle qu'il faut s'opposer aux dissolutions et défendre la liberté d'opinion, parce que si l'on met le doigt dans cet engrenage, c'est ensuite basculer dans le totalitarisme qui nous musellera tous. Et donc, vous voyez, ce manifeste, il n'est pas promu, il n'est pas signé par des gens qui sont engagés au sein de Civitas, ni Christine Devier-Joncourt, ni Sébastien Reccia, ni Virginie Diaroccio-Reccia, ni la chanteuse québécoise Amélie Paul ne sont des membres de Civitas, mais ils ont osé afficher leur nom sous un manifeste qui dénonce ce processus de dissolution et qui réclame la liberté d'opinion, y compris pour Civitas. Et je les en remercie, et je remercie d'avance tous ceux qui écouteront cette émission et qui, à leur tour, signeront ce manifeste. Est-ce que vous pouvez répéter justement l'adresse de tout à fait. Peut-être qu'Éric pourra le mettre en bandeau. Voilà, effectivement, pendant l'émission que nos auditeurs puissent la retrouver. Pardon. Voilà. Donc, l'adresse, c'est www.liberté-d-opinion.fr. Opinion au singulier ou pluriel? Au singulier. www.liberté-d-opinion.fr. Donc, c'est très facile à trouver. À l'heure actuelle, il y a plus d'1 millier de personnes qui ont osé mettre leur nom et prénom sous ce manifeste. Et donc, j'invite voilà, tous ceux qui partagent ce souci
de maintenir la liberté d'opinion à ajouter également leur nom. Et c'est un slogan que je rappelle régulièrement, c'est « Aujourd'hui c'est nous, demain c'est vous ». Dites-vous bien, tous ceux qui ergotent à soutenir Civitas, tous ceux qui pensent que en criant, en hurlant avec les loups, ils vont pouvoir sauver leur peau, se trompent vraiment. Aujourd'hui, aux yeux de la République, euh, Civitas a été présenté comme le mal absolu. Oui. Avec la dissolution, le mal absolu a bougé. C'est ceux qui étaient le mal relatif il y a encore 15 jours qui vont devenir le mal absolu demain. Et donc, le parallèle avec la situation aujourd'hui dans le conflit israélo-palestinien. Absolument. Et quand on entend, par exemple, le sénateur Carucci réclamer à Elisabeth Borne de punir sévèrement toute personne qui tiendrait des propos qui ne seraient pas en faveur d'Israël. Enfin, mais où va-t-on on est en train vraiment d'instaurer la pensée unique et de vouloir punir, mettre au banc de la société quiconque ne suit pas 100% de la pensée unique. On n'a jamais atteint de tels sommets. Et vous voyez, c'est vraiment la transposition dans les faits des livres d'anticipation Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et 1984 d'Orwell. On voit vraiment que il ne sera plus possible bientôt d'avoir une pensée dissidente, que le fait de l'exprimer nous amènera vraiment à être punis par différents moyens, traînés devant les tribunaux pour des choses qui ne le méritent pas. Oui, on est quand même entré dans une situation où on est plus gravement puni pour de simples mots, pour des idées, que pour des actes criminels. Oui. Les délinquants qui agressent violemment des gens n'ont pas les condamnations que subissent des gens qui défendent simplement des opinions dissidentes. Vous voyez, on peut penser ce qu'on veut d'Alain Soral, et on peut bien le critiquer pour mille et une raisons. Mais quand même, quand on a vu qu'en Suisse, on l'a condamné à 60 jours prison ferme pour deux mots à l'égard d'une journaliste qu'il avait préalablement gratifié d'un article négatif, on se dit quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'agresseurs qui font 60 jours de prison ferme. Hein. Non. Je veux dire, ceux qui, là encore, il y a quelques jours, on a fait état dans les médias d'un fait divers absolument abominable d'un viol de deux dames de plus de 90 ans dans une EHPAD, et le violeur en question a été identifié et il se trouve en liberté aujourd'hui. Hein. C'est quand même stupéfiant, encore une fois. Hein. Le deux poids, deux mesures. Hein. Il est aujourd'hui plus grave de dire des mots qui déplaisent que de commettre des actes criminels odieux. Alors il y a ça, et puis d'un autre côté, il y a ceux à qui on ne donne pas la parole, qu'on efface complètement. On les laisse parler, on n'en parle pas, on ne partage pas. Ah, évidemment, et d'ailleurs, encore une fois, du coup, j'en profite pour vous remercier vraiment pour me donner la parole, et je remercie la régie d'afficher effectivement le visuel du site libertédopinion.fr. Vous voyez, vous me donnez la parole, et donc je vous en suis particulièrement reconnaissant. J'observe que même dans le cadre de la procédure de dissolution,
nous n'avons pas été invités à nous exprimer en direct dans des émissions de télévision ou de radio grand public, mainstream. Hein. C'est quand même extraordinaire. On voulait bien éventuellement nous enregistrer de telle façon qu'on puisse tronquer les propos, mais en aucune façon je n'ai en France été invité sur un plateau télé ou radio à pouvoir débattre en direct de cette procédure de dissolution. Même pas sur CNews, que certains imaginent Oui. naïvement être le lieu qui héberge une certaine liberté d'opinion. Jamais, voyez-vous, on ne m'a donné la parole en direct sur CNews. Donc, que les choses soient claires, aujourd'hui, tout est verrouillé et les seuls médias qui me donnent la parole en direct, eh bien, ce sont soit en France des médias dissidents comme TV ADP ou comme Radio Courtoisie ou comme l'émission Géopolitique Profonde, soit ce sont des médias étrangers. Vous voyez, je suis maintenant, par exemple, régulièrement invité en direct à la télévision slovène. Voilà, là, la télévision catholique slovène, voilà, me fait parler pendant 1 heure sur des sujets politiques. Vous voyez la différence de traitement. J'ai été interviewé longuement par la presse polonaise, mais voilà, à l'inverse, en France, eh bien, c'est effectivement la parole muselée. Nous sommes bâillonnés, nous ne sommes sujets dans les médias mainstream d'intérêt que pour nous insulter, nous calomnier, nous diffamer, mais en aucune façon pour que nous puissions exercer notre droit de défense élémentaire. Oui. Les libertés publiques sont de plus en plus restreintes. Bafoué. Et les dissidents ne peuvent plus s'exprimer. Quels sont les projets pour Civitas International ? Alors, donc, là, nous sommes en train de nous structurer dans un grand nombre de pays. Donc, à l'heure actuelle, Civitas International est présent donc en Belgique, en Suisse, au Portugal, en Italie, en Espagne, en Pologne, au Royaume-Uni, au Mexique et au Liban. Je pense n'en oublier aucun. Et là, nous sommes donc du coup en train de préparer de nouvelles implantations de Civitas International. Nous sommes en train de travailler justement à une implantation que nous espérons pouvoir annoncer bientôt en Slovénie et même sur le continent africain. Vous voyez, parce que je pense qu'aujourd'hui, Civitas répond à un besoin et nous-mêmes, notre démarche répondait à un appel de Monseigneur Vigano qui demandait aux catholiques antimondialistes de s'organiser justement entre nations. Et donc voilà, nous avons saisi cette demande et avec sa bénédiction, nous avons mis en place Civitas International. Quels vont être nos objectifs? C'est bien sûr de faire entendre dans le domaine public une opposition argumentée catholique à ces projets mondialistes totalitaires. Voilà, je pense que c'est très important de bien faire comprendre à vos téléspectateurs que le totalitarisme aujourd'hui, que le mondialisme, pardon, est totalitaire. Voilà. Que le mondialisme tel qu'il est mis au point par le Forum économique mondial de Davos, par son gourou Klaus Schwab, son associé Harari et quelques autres, nous promettent un avenir qui ressemblera à une prison à ciel ouvert, où vraiment nous n'aurons plus aucune possibilité d'exercer la moindre de nos libertés fondamentales. Et souvenez-vous, 2 ans de covidisme en ont été une illustration et un premier essai
à échelon planétaire. Souvenez-vous que pendant 2 ans de covidisme, on a énoncé des règles absolument absurdes. On a été jusqu'à dicter à la population combien de gens pouvaient être reçus à Noël, à quel moment les invités pouvaient enlever le masque pour manger, le remettre après l'apéritif. On a entendu des aberrations du style qu'il fallait mettre les grands-parents à la cuisine tandis que les autres invités mangeaient dans le salon. Et tout cela n'a entraîné aucune, révolution, Non, pas euh, de révolte. à grande échelle. Hein. Nous avons été nombreux à nous insurger, mais nous sommes restés une minorité et ça démontre la réussite du processus d'ingénierie sociale mis en place par les mondialistes. C'est qu'ils ont vraiment lobotomisé une partie de la population et une partie majoritaire de la population. Et donc, c'est inquiétant de voir qu'il est, semble-t-il, aisé pour eux, à partir d'une succession de peurs entretenues les unes après les autres, de faire admettre à une grande partie de la population de se soumettre à un processus totalitaire, d'abandonner quasiment volontairement leur liberté fondamentale. Et Les donc, gens sont, les gens oui, sont victimes d'une sidération de la pensée, parce qu'ils étaient incapables de réfléchir par eux-mêmes, et même des gens intelligents, c'est ça le plus fort. et je dirais que on a presque l'impression que plus les gens sont diplômés, plus ils Oui, sont complices de cette oui. hypnotisés ou bien manipulés ou décérébrés. Je ne sais comment il faut vraiment le qualifier, mais en tout cas, j'observe que ce sont souvent les gens les plus diplômés qui sont les plus conformistes par rapport à la pensée unique, et qu'à l'inverse, ben, ce sont les paysans, les ouvriers, les artisans, les gens qui ont le bon sens, qui en fait se révoltent le plus face à toutes ces aberrations. Alors, en tant que parti politique, quels sont vos projets électoraux? Alors, disons que là, eh bien, nous allons d'abord devoir en France passer par l'étape des recours devant le Conseil d'État. Et c'est si nous gagnons ces recours, d'abord un recours en suspension, ensuite un recours sur le fond, qu'à ce moment-là, en France, nous pourrons continuer à nous exprimer sous le vocable de civitas. Mais dans tous les cas, je dirais que à titre personnel, je continue bien sûr à sillonner la France, à essayer d'éveiller un maximum de conscience et à préparer les gens aux élections municipales de 2026. Parce que pour moi, ce sont les élections qui sont à la fois les plus naturelles et celles qui sont les plus à notre portée, à la portée des gens éveillés, des gens résistants, des gens dissidents. Le reste n'est qu'une illusion, c'est le grand théâtre électoraliste dans lequel tout est verrouillé. Les élections présidentielles, les élections européennes, voilà, tout ça en fait est déjà bouclé. Mais aux élections municipales, il y a vraiment une opportunité pour les dissidents, toutes obédiences confondues, dirais-je, les dissidents devraient arriver à, euh, à converger dans une volonté de déposer un maximum de listes municipales qui ne seraient pas des listes présentées sous un nom de parti, bien sûr, donc pas sous celui de Civitas, même si nous étions victorieux devant le Conseil d'État, mais des listes d'intérêt municipal, vraiment. Des listes qui donc échappent au clivage complètement dépassé gauche-droite, des Oui. listes qui se présenteraient vraiment dans une volonté de s'affranchir de ce vieux système dépassé et qui voudrait envisager justement un autre mode d'organisation de la vie locale, qui voudrait défendre, eh bien justement,
la France rurale, les paysans, les artisans, le petit commerce, à un moment où justement on assiste à une désertification de cette France rurale. Eh bien, je pense que par exemple la France rurale est un enjeu majeur de cette reconquête des municipalités, reconquête sans mauvais jeu de mots, puisque évidemment je ne suis pas un grand adepte du parti qui se présente sous ce vocable, mais je pense qu'il y a une vraie reconquête à mettre en place et que cela passe nécessairement par les élections municipales, par le fait de prendre des mairies et de prendre des responsabilités dans un maximum de municipalités, en n'étant pas dupe, évidemment. Il ne s'agit pas, par contre, de vouloir jouer dans la cour des politiciens professionnels. Il ne s'agit pas de déposer des listes dans les grandes villes où tout est complètement verrouillé. Mais il existe encore un très grand nombre de communes, je dirais environ 30 000, dans lesquelles il est possible d'envisager faire quelque chose, de servir le bien commun. Et je donnerai une illustration pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est par exemple du ressort du maire de pouvoir éventuellement mettre en place une monnaie locale. Vous voyez ? Au moment où l'on parle de la disparition des espèces, au moment où tout est fait et on vient d'annoncer que les essais d'euro numérique allaient s'entamer, eh bien, il est plus que nécessaire de défendre l'utilisation des espèces, mais justement, si ces espèces venaient à disparaître par le diktat des banksters et des politiciens mondialistes, ben, ce serait important de pouvoir trouver une alternative à travers justement les municipalités et des monnaies locales. Un bon moyen de remontrer le chemin des urnes aux Français et à les motiver pour qu'ils reprennent leur destin en main. Absolument, et qu'ils prennent vraiment des responsabilités dans la société. On ne peut pas que se plaindre, on ne peut pas que se lamenter. C'est trop facile de constater les dégâts, de constater la situation de chienlit dans laquelle on se trouve et de ne pas vouloir prendre part à la bataille pour essayer de redresser le pays, pour défendre les familles, pour défendre la dignité humaine, pour défendre voilà, tout ce qui nous est cher. Aujourd'hui, je pense qu'il saute aux yeux que si nous ne faisons rien, ce mondialisme va vraiment nous broyer, va complètement modifier notre mode de vie. Souvenons-nous que Klaus Schwab et consorts aimeraient, par exemple, nous faire remplacer l'entrecôte par les insectes. Est-ce que, par exemple, nous ne voulons pas conserver la liberté de manger ce que nous voulons? Et est-ce que nous ne voulons pas conserver la possibilité de trouver une alimentation saine à un prix abordable? De la même façon, quand on observe que les mondialistes voudraient, par exemple, nous imposer à travers les compteurs Linky de ne plus être maître de la température que nous voulons dans nos foyers. Est-ce que nous sommes prêts à accepter tout ça? Est-ce que nous sommes prêts à accepter que ce soit un bureaucrate, un technocrate ou un politique mondialiste qui détermine quel est le degré qui doit être celui de notre salon, de notre chambre à coucher? Tout ça est aberrant, vraiment. Et c'est bien la définition du mot totalitarisme. Le totalitarisme, c'est le système qui s'introduit dans la totalité des détails de notre vie quotidienne. Et on en est bien là aujourd'hui. Vraiment, ils veulent s'introduire dans la totalité des éléments de notre vie quotidienne, ce que nous mangeons,
comment nous nous chauffons, les conditions dans lesquelles nous vivons dans notre foyer. Ils veulent mettre en danger le droit de propriété, rappelons-le aussi, à travers toute une série de nouvelles réglementations dites énergétiques, ils vont tout faire pour s'accaparer en fait les biens de quantité de gens qui ne pourront ni faire des travaux extrêmement coûteux d'isolation de leurs biens immobiliers, ni payer les amendes qui suivront parce qu'ils ne sont pas en mesure de faire ces travaux. Et donc, on assistera à la revente de biens immobiliers en quantité de plus en plus importante. Et ces biens immobiliers seront revendus dans de mauvaises conditions parce qu'ils ne seront pas aux normes énergétiques modernes, mondialistes, et que donc qui va en fait acheter tout cela? Avant tout des grands consortiums immobiliers qui ensuite reloueront cher et vilain le bien à ceux qui en étaient précédemment les propriétaires. Est-ce que les gens sont prêts à accepter une telle dépossession? C'est ce qui se passe dans le domaine de l'agriculture en ce moment. Exactement. Et je rappelle souvent que, par exemple, aux États-Unis, Bill Gates est devenu le premier propriétaire de terres agricoles. Oui. Et il en va de même, ce n'est pas une lubie que l'on retrouve uniquement chez Bill Gates, mais tous ces milliardaires mondialistes qui partagent les mêmes projets font de même, Zuckerberg et compagnie, tous se lancent dans l'acquisition de terres agricoles sur plusieurs continents. Ça devrait alarmer à la fois, bien sûr, les paysans, mais aussi tous ceux, simples citoyens, qui veulent pouvoir manger quelque chose de sain. Est-ce que ce n'est pas le signal, cet accaparement des terres agricoles, que les mondialistes veulent entièrement contrôler notre alimentation? Et donc, c'est un sujet majeur de demain. Alors, pour conserver nos libertés et principalement notre liberté d'opinion, nous invitons tous ceux qui nous écoutent à aller sur le site www.liberté-d-opinion.fr, à signer le manifeste pour conserver sa liberté d'opinion qui est de plus en plus mise à mal, surtout en France. Merci beaucoup, Alain Escada. Parole forte ce soir sur TVADP. Merci de m'avoir donné la parole, Jackie Cassou. Merci vraiment. Merci, Alain, c'est un plaisir. Des rares personnes qui défendent vraiment la liberté d'opinion et je vous remercie vraiment. Merci, Alain. Chers auditeurs, au revoir et à la semaine prochaine.